Bonjour, Marie Molina. Du coup, je suis responsable des ONC, MCO, SSR et HAD. Et j'ai avec moi pour présenter Quentin Germain qui prendra la parole tout à l'heure dans les contrôles arcanes. On aura trois modules de webinaire. Un module 1 qui est sur l'appropriation des TDC et comment réaliser son autocontrôle. On avait déjà eu un l'année dernière. On va essayer de revoir ça d'une manière peut-être un petit peu plus approfondie pour certaines choses et plus légère pour d'autres. On aura un module 2 sur l'analyse des résultats de coûts, puis un module 3, donc le 2 juin, et un module 3 le 7 juillet sur les erreurs les plus fréquentes qu'on va rencontrer dans vos premières validations. Ce support sera disponible du coup sur le site de l'ATIH, ainsi que l'enregistrement. Dans ce module 1, on va rappeler le processus de dépôt de vos données et d'autocontrôle. On va parler du découpage analytique, des contrôles qui sont liés aux données arcanes, des contrôles liés aux données Aramis, et on regardera les contrôles de cohérence des données d'activité aussi à la fin. Pour commencer, du coup, le rappel du processus. Donc, on a une transmission des données arcanes, une transmission des données Aramis sur la plateforme IENC, et on va commander des tableaux de contrôle via du coup un bouton pour les commander. Soit on commandera des tableaux de contrôle uniquement, soit on commandera l'intégralité avec la base de coûts. Et l'établissement est censé contrôler ces données du coup via ces tableaux de contrôle avant de déposer, de valider finalement définitivement, enfin définitivement, c'est ça, non, juste pas, avant de valider en fait ces données sur la plateforme. Du coup, ces tableaux de contrôle permettent de savoir en auto-contrôle si vos données sont satisfaisantes ou si elles demandent encore des modifications avant même cette première validation. Et puis, il faudra se servir des tableaux de contrôle à chaque nouvelle validation et refaire son autocontrôle pour savoir si vous avez bien corrigé ce qui était à corriger. Et puis après, vous pourrez revalider vos données. Si vous n'avez pas atteint des données satisfaisantes ou s'il reste des erreurs que vous voyez sur vos tableaux de contrôle, donc avec un code couleur, les tableaux de contrôle ont des codes couleurs pour vous interpeller sur des erreurs potentielles ou des anomalies potentielles ou des atypies, eh bien, il faut les regarder pour éventuellement ne pas valider et corriger avant le dépôt. Sur la plateforme IENC, vous avez un accès rapide à toute la documentation de l'ENC-SSR ainsi qu'au logiciel Arcane et Aramis et Visual ENC qu'il faut télécharger sur votre poste. Sur la plateforme IENC, la page Actions vous permettra du coup de réaliser toutes vos actions depuis la transmission de vos données, Arcane et Aramis, commander les traitements, donc comme je vous le disais, soit d'une manière complète, soit avec donc la base de coûts, soit uniquement vos tableaux de contrôle. Et puis, vous permettra aussi ensuite d'aller récupérer vos tableaux de contrôle. Pas de souci, quand vous allez commander votre traitement, vous allez être mis sur une liste, puisque vous serez potentiellement pas les seuls à commander des traitements. Et du coup, vous allez être informé quand votre traitement sera prêt pour que vous puissiez le regarder. Au niveau des tableaux de contrôle, donc là, on a un petit peu agrandi le pavé de tableau de contrôle qui est dessous, après. Une fois que votre traitement a abouti, on peut télécharger tous les tableaux de contrôle d'une seule fois, ainsi que les docs qui sont intégrés dans un zip unique, ou bien on a la possibilité de télécharger un par un ou planche par planche ces tableaux de contrôle. En fait, il y a donc 6 rubriques de tableaux de contrôle différentes et donc vous pouvez ne retenir dans un premier temps, parce que vous êtes corrigé une chose, qu'une seule rubrique à télécharger.
Donc, la liste des tableaux de contrôle, qui est disponible d'ailleurs sur la plateforme, c'est cette liste-là que là, on a un petit peu réduite pour la présentation, donc par type de rubrique. On a la rubrique 1 sur les premières étapes de validation, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ainsi que la rubrique 2 sur les données PMSI. Et puis ensuite, on a des choses qui sont plus sur les coûts unitaires, des SAC, des SMT et sur du coup les informations relatives à ces SA, les activités SPSSR, les LMLGG structures sont dans la rubrique 3. Et puis ensuite, on a une rubrique 4 qui s'intéresse aux coûts des séjours et puis une rubrique 5 sur les coûts des consultations et une rubrique 6 qui permet une restitution sur un classeur Excel de l'ensemble des tableaux de contrôle. Donc là, sur ce module 1, on va regarder les rubriques 1 et 2. Les autres rubriques seront vues en module 2 et 3. Sur la plateforme IENC, on peut aussi avoir un lien sur le guide de lecture des tableaux de contrôle, bien utile pour savoir ce que les tableaux de contrôle enregistrent, quelles sont les sources de leurs données, quel est l'objectif de ce tableau de contrôle et finalement quel est aussi le point de contrôle qui est effectué et les actions éventuellement correctives qui seraient préconisées si vous avez des anomalies qui ressortent soit en toutes lettres à vérifier, à corriger, ou bien surlignées en orange ou en jaune. En fait, vous avez deux modes d'accès, soit totalement télécharger le guide des TDC sur la plateforme, soit à chaque TDC, quand vous avez commandé votre traitement, récupéré vos tableaux de contrôle et que vous ouvrez les TDC sous format HTML, vous avez un lien qui vous permet, au-dessus du tableau de contrôle, qui vous permet d'avoir accès directement pour ce tableau de contrôle à l'information qui s'affiche là sur le slide. On va aborder maintenant le contrôle du découpage analytique. Le découpage analytique, c'est finalement le démarrage même de la comptabilité analytique. L'objectif, là, qu'on a, c'est évidemment que chaque section analytique soit homogène dans les données qu'elle contient. Que ce soit les données du coût d'activité et les données aussi moyens, donc coûts, qu'elle va enregistrer. Évidemment que aussi, ces deux données doivent correspondre, c'est-à-dire qu'on doit avoir à la fois les données d'activité qui sont réalisées par cette section et les moyens qui ont permis la réalisation de cette activité qui soit évidemment dans la même section pour qu'on ait un coût unitaire qui soit pertinent et cohérent. Donc, évidemment qu'il est recommandé de découper de la manière la plus fine et précise ces activités pour les décrire d'une manière assez pertinente, de façon à ce que vous ayez de la matière fine. Mais évidemment que si vous avez sur le côté activité les données d'une manière fine, mais que du côté coût, moyen utilisé, ben, vous n'arrivez pas à cette même finesse, il vaut mieux remonter d'un cran de façon à ce qu'on ait finalement de la robustesse de coût unitaire plutôt que de la finesse qui serait finalement qu'un découpage un peu fictif. Donc le découpage analytique, il est très important et on attend de la finesse jusqu'à ce que vous pouvez vraiment par rapport à vos unités de moyens parce que le lien finalement qu'on a souvent, c'est un lien effectivement PMSI qu'on peut arriver à faire via des UM du PMSI qui sont dedans, mais est-ce qu'au niveau des moyens installés, on va dire, localisés réellement, on va pouvoir avoir la même finesse? Ça, c'est justement un questionnement initial et tout au long des campagnes, au fil des campagnes, qu'il faut tout le temps avoir. Le découpage analytique, en fait, vous allez le paramétrer dans le logiciel Arcane et puis ensuite, il sera importé dans le logiciel Aramis.
Évidemment, on attend que le découpage soit identique sur les deux logiciels. Pour ce faire, il y a des tableaux de contrôle qui vont être utilisés pour savoir si vous avez des SA que vous auriez paramétrés dans Arcane, mais qui ne seraient pas présentes dans Aramis. Évidemment que si vous avez des SA dans Arcane, vous allez imputer des coûts dans Arcane, mais comme il n'y aura pas d'informations dans Aramis, ces coûts resteront dans la section sans être ventilés sur les séjours. Donc, il est très important d'avoir évidemment aucune SA qui figurerait dans Arcane, mais pas dans Aramis. De la même manière, on a le tableau inverse des SA qui figureraient dans Aramis, donc une section sur laquelle vous auriez déclaré des unités d'œuvre, mais alors que vous ne l'avez pas paramétré dans Arcane. Ainsi, on aurait certes des unités d'œuvre, mais sans aucun coût dans Arcane, et donc on aurait évidemment pas du tout quelque chose de conforme. On a cette année un nouveau tableau de contrôle, si je peux dire, qui est sous forme de doc, donc c'est le doc 2, et qui va comparer votre découpage analytique de N-1 et de N. Il est en effet fort probable en plus que cette année, vous ayez une modification de vos codes analytiques, notamment sur vos sacs. Tous ceux qui ont des sacs enfants ou adolescents vont avoir peut-être la problématique cette année, ou en tout cas le sujet est là. Il y a éventuellement aussi tout ce qui était Covid l'année dernière, qui va redevenir sans Covid cette année, et du coup qui risque de générer des modifications de découpage analytique cette année. On va passer maintenant au contrôle lié aux données Arcane. Dans les contrôles embarqués du classeur Arcane, vous avez déjà un essentiel de contrôle que vous pouvez du coup voir immédiatement dès que vous remplissez votre classeur Arcane. Alors ces contrôles, ils sont de différentes natures, mais c'est beaucoup des contrôles de cohérence. De cohérence, si vous enregistrez par exemple vous déclarez dans l'onglet ETPR des ETP sur une section et puis que en onglet 3SA, vous n'avez aucune charge imputée sur cette section, aucune charge de personnel, évidemment que c'est forcément à corriger. Donc il y a des choses qui sont extrêmement simples et évidemment c'est des contrôles de cohérence pure. Donc c'est celui que vous voyez en ligne 2 du tableau de contrôle, là, le C6, contrôle de cohérence, présence simultanée de charge et de TPR. Et ça, vous l'avez dans l'onglet contrôle, ça va ressortir à compléter. Et vous l'avez aussi en bas de feuille de l'onglet TPR. Donc, dans ce tableau de contrôle, 1, 2, 1, vous avez le nom du contrôle, mais surtout l'onglet sur lequel porte le contrôle. Vous avez le résultat de ce contrôle, donc le descriptif du contrôle dans la deuxième colonne, et le résultat de chacun des contrôles. Tous les indicateurs doivent être OK pour être sûr d'avoir un classeur sans erreur. Sans erreur, évidemment, de cohérence uniquement. Évidemment que quand vous avez du à compléter ou à vérifier, le à compléter, c'est un petit peu comme le à corriger, c'est pratiquement obligatoire que vous avez des corrections à faire. En revanche, le à vérifier, ça peut être évidemment quelque chose de beaucoup moins facile à identifier, par exemple, et aussi peut-être qui ne sera pas à corriger. Par exemple, la quatrième ligne du tableau de contrôle en 3SA, il y a des montants négatifs dans cette phase en compte de charge. Bah oui, il se pourrait que vous ayez des montants négatifs dans vos comptes de charge dans votre balance générale. Et donc, ce n'est pas impossible que vous ayez ce contrôle qui s'affiche. Après, il y a un tableau de contrôle 1, 2, 2 qui s'intitule Bouclage arcane et qui va permettre de contrôler, de s'assurer qu'il n'y a pas de perte de charge ou de produit entre l'onglet PC où vous avez rentré votre balance des charges et donc vous avez l'intégralité de vos produits et de vos charges
et les différents onglets dans lesquels ces charges vont être ventilées. Donc c'est un rapprochement finalement entre vos charges et vos produits de l'onglet de PC et le reste des onglets pour évidemment s'assurer qu'on ne perd rien en cours de route. Donc il y a des possibilités de perdre en cours de route quand on ne ventile pas toutes les charges sur par exemple l'onglet 3SA. Il y a évidemment la possibilité de perdre des charges et des produits en cours de route dans la phase 4 qui affecte d'une manière précise vos produits en atténuation. Il y a de quoi perdre des charges dans les logistiques. Si vous avez un montant de logistique, mais par exemple pas d'unité d'œuvre, pas de clé affectée sur chacun de vos champs, en onglet 7 champs, eh bien, vous allez perdre des charges dans le traitement. Donc, ce contrôle, il est réalisé dans ce tableau et évidemment, on n'attend pas forcément 0, mais un nombre, un montant d'écart non significatif autour de 0. Si vous identifiez un écart significatif, c'est qu'il y a un problème dans le classeur lui-même. Et on avait expliqué l'année dernière d'une manière assez détaillée comment aller identifier l'écart. Donc cette année, on n'a pas repris dans le webinaire et on vous demandera de vous reporter au précédent webinaire pour aller trouver où est l'erreur. On passe à l'onglet 1DA. Donc, dans l'onglet 1DA du classeur, on va renseigner un certain nombre de données de base pour chaque section. On va renseigner dans un premier temps des informations concernant les sacs, notamment les données de capacité. Donc, on va renseigner le nombre de lits et le nombre de journées lits d'ouverture. Ces données à renseigner, elles permettent plusieurs choses. Elles permettent de calculer DMS et taux d'occupation et aussi d'avoir un renseignement sur le nombre de lits, comment vous l'avez éclaté. Si par exemple vous avez plusieurs sections d'analyse clinique, on a bien envie de savoir comparer, évidemment, de voir le nombre de lits qui est installé pour telle section clinique. Donc, c'est une information utile pour le calcul d'indicateurs tels que DMS et taux d'occupation et une information générale aussi de connaissance de votre établissement. Si ces informations ne sont pas complétées dans l'onglet DA, il y aura en fait dans le résultat de contrôle embarqué dans votre onglet contrôle du classeur Arcane, il y aura du coup une mention à vérifier ou à compléter. Dans le nombre de journées lits d'ouverture qui est demandé, on attend évidemment que vous mettiez le nombre réel de journées d'ouverture de votre service. Par exemple, si je suis dans l'affection de l'appareil locomoteur hospice complète, si mon unité d'appareil locomoteur a fermé pendant 2 mois, je ne dois pas avoir 365 jours d'ouverture pour chacun des lits. Je dois avoir que le nombre 365 moins les 2 mois de fermeture. Donc, je vais avoir vraiment un nombre réel d'ouverture et qui va me permettre après d'avoir un taux d'ouverture de calculer par rapport à un maximum. Et puis, ça va permettre aussi d'avoir le taux d'occupation réel du service. Dans les contrôles des tableaux de contrôle ainsi que le contrôle embarqué, le calcul va être fait de diviser le nombre de journées lits d'ouverture par le nombre de lits installés. Ainsi, on s'attend évidemment à avoir un chiffre via cette division qui est inférieur à 365 parce qu'un lit ne peut pas être ouvert plus de 365 journées par an.
Donc, vous voyez, vous avez des contrôles qui se reflètent entre le bas de page de l'onglet 1DA et l'onglet contrôle du classeur Arcane. Il y a aussi pour le SSR des données de surface qui sont obligatoires, notamment pour les SMT plateaux de RR, parce qu'on a besoin de savoir si ces plateaux respectent dans la surface finalement le numéro, le code analytique dans lequel vous l'avez mis aussi. Donc c'est important que vous précisiez cette surface. Lorsqu'on a des données de surface qui manquent, alors eh bien, il y a un contrôle embarqué qui s'affiche à compléter en bas d'onglet et puis qui se reporte dans l'onglet contrôle du classeur, là en onglet DA, contrôle C18. Concernant les sacs, il va y avoir des tableaux de contrôle qui vont être essentiels pour regarder comment a évolué votre activité. Donc, le tableau 5.2 donne cette évolution. Le nombre de journées PMSI, évidemment, c'est le nombre de journées de votre M12 qui vient s'afficher ici. Là, c'est plus un nombre de journées lit d'ouverture, c'est votre nombre de journées de chaque sac qui a été réalisé par chaque sac, qui est comparé au nombre de journées de l'année précédente et on voit ainsi l'évolution. On voit le nombre de lits, donc c'est là où je vous dis la cohérence, on l'a fait par là aussi. Le nombre de lits que vous avez renseigné dans l'onglet DA va servir à voir si vous avez une évolution flagrante de nombre de journées et que vous n'avez pas d'évolution du nombre de lits ou places. Évidemment, ça va nous interpeller. Là, en l'occurrence, on a une diminution sur la ligne 1 de nombre de journées de moins 44% pour une diminution du nombre de lits installés de moins 20 lits, donc de moins 40%, et ça semble totalement du coup cohérent. Le nombre de journées PMSI qui s'affiche là est possible grâce à votre lien UMSA que vous avez fait en fichier 1 Aramis, puisque du coup, à chaque UM du PMSI, hébergement du PMSI, indiqué pour un séjour, il va y avoir le lien sur la SAC, par exemple, appareil locomoteur pour ce séjour, et donc le nombre de journées de ce séjour va aller se mettre sur la SAC locomoteur. Ça, je vous l'ai déjà dit. On retrouve le nombre de journées lit d'ouverture aussi, donc dans ce tableau de contrôle que vous avez indiqué dans votre onglet DA. Dans le tableau 5.3, il va y avoir le calcul des taux d'occupation et de la DMS. Donc, le calcul est assez simple. Le taux d'ouverture, c'est le nombre de journées finalement réelles d'ouverture que vous avez indiqué, divisé par un nombre de journées max par rapport à votre nombre de lits fois 365. Le taux d'occupation, c'est votre nombre de journées réelles que vous avez réalisé dans vos stacks via votre lien UMSA. On connaît ce nombre de journées et qu'on a vu dans le tableau de 5.2 précédent, rapporté à votre nombre de journées lits d'ouverture que vous avez renseignées. Les informations renseignées en onglet 1DA portent aussi sur les SAMT. On va renseigner du coup dans le paramétrage de chaque SAMT la nature de l'unité d'œuvre qu'on va utiliser dans le fichier Aramis approprié. Donc ça va être pour les SAMT actes CCAM, soit des SAMT sous-traités, sur lequel on va suivre un montant sous-traité. Donc là, ce sera du coup des valeurs, et ces valeurs seront déclarées en fichier 4, Aramis. Et ça va être pour le laboratoire une unité d'œuvre qui peut être le B, ou la valorisation euro, et dans ces cas-là, on va déclarer cette UO en fichier 10. Ça va être pour l'imagerie des ICR, ainsi que pour l'explo fonctionnel, ainsi que pour d'autres SAMT avec acte CCM, et ce sera de toute façon le fichier 10. Cette nature d'unité d'œuvre, elle est évidemment dépendante de la catégorie de SMT que vous avez paramétrée.
c'est dans l'onglet DA, au niveau des informations des SAMT, après le paramétrage du coup de la nature du haut qu'on retrouve après dans l'onglet DA. Là, on voit par exemple ce qui est encadré, bloc opératoire, évidemment dans le SSR, vous n'en aurez pas. C'était paramétré en ICR. Vous avez des informations à remplir en bas d'onglet. Donc, quand on est en UO ICR, on doit noter si les médecins qui interviennent au sein de ces plateaux sont des médecins salariés ou non salariés. Donc là, non salariés pratiquement systématiquement au sein des établissements publics, salariés plutôt au sein des établissements publics et non salariés pour les établissements privés lucratifs, le plus souvent, mais ce n'est pas forcément le cas, toujours, et la version des ICR qui a été utilisée pour calculer les ICR à partir des axes CCM qui ont été codés au PMSI. Il faut remplir ce bas d'onglet, du coup, un DA sur les SAMT, parce que sinon, on n'a pas ces informations qui sont cruciales finalement, puisque les modes de calcul seront différents et les coûts unitaires seront différents évidemment si on a un médecin salarié ou non salarié. Alors, du coup, ici, on va renseigner après aussi en onglet 1DA le nombre d'ICR qui a été produit, le nombre d'ICR ou le nombre d'unités d'œuvre, si ce n'est pas des ICR, qui a été produit par la section. Donc vous allez me dire, mais on le déclare déjà dans le fichier Aramis. Donc on n'est pas obligé de recommencer encore sur Arcane. Bien si, parce que ici vous allez déclarer le nombre d'UO qui a été produite par le plateau dans l'année, alors que dans votre fichier Aramis, vous allez déclarer la consommation par séjour de ces unités d'œuvre. Donc c'est deux choses différentes. Ici dans Arcane, il va y avoir un contrôle embarqué de la vérification de la présence justement de cette information de nombre d'unités d'œuvre sur le champ de l'étude. Donc là, on attend, si vous avez déclaré par exemple une radiologie interne avec des ICR, on attend que vous nous déclariez sur les hospitalisés SSR un nombre d'ICR. Il pourrait ne pas en être ainsi si vous êtes dans un traitement miroir, où vous n'auriez peut-être pas sur le champ sur lequel vous êtes des unités d'œuvre à déclarer dans l'onglet DA d'Arcane. Mais c'est rare et donc la plupart du temps, à chaque SMT, vous devez avoir des unités d'œuvre déclarées en hospitalisé SSR. Là encore, la présence d'unités d'œuvre sur le champ est un contrôle qui est embarqué et du coup qui permet d'être remonté dans votre onglet de contrôle de cohérence de classeur Arcane. Par rapport aux informations des SMT, toujours remplies dans l'onglet 1DA, on a le tableau de contrôle du coup 641 qui vient rapprocher par SMT les UO qui ont été déclarés sur les patients hospitalisés SSR, du coup avec les unités d'œuvre qui ont été déclarées sur la SMT en fichier 10. Aramis. Du coup, on a en bas là, du slide toutes les SAMT qui sont affichées et la nature de l'unité d'œuvre, le nombre d'unités d'œuvre qui a été déclaré dans les fichiers Aramis, donc la 10, et le nombre d'unités d'œuvre SSR qui a été, sur les hospitalisés SSR, qui a été déclaré du coup dans le champ séjour hospitalisation SSR. On en fait donc une comparaison et on ressort les écarts ainsi que du coup l'effet en euros que ça produit de ne pas avoir déclaré le même nombre. Donc on attend évidemment d'avoir le même nombre entre le nombre duo Arcane et Aramis, sauf explication particulière où on aurait produit, où il y aurait potentiellement une césure période
entre Arcane et Aramis. Des séjours à cheval, enfin des rachats à cheval. Au niveau toujours des informations SAMT, on a un tableau de contrôle 642 qui nous permet de savoir si on a correctement déclaré les SAMT qui sont paramétrés en sous-traitance. Du coup, les SMT paramétrés en sous-traitance, on attend une nature duo montant sous-traité, et donc ces montants sous-traités doivent être euh, déclarés dans les fichiers Aramis en fichier 4 et non pas en fichier 10. Donc, ce tableau de contrôle nous permet de savoir si c'est correctement paramétré et déclaré dans le bon fichier Aramis. Je vous rappelle que normalement, à chaque fois que vous avez un compte 611, imagerie ou laboratoire ou expo fonctionnel, on s'attend à avoir une SAMT paramétrée, donc en sous-traitance, dans lequel on imputera le montant sous-traité qu'on suivra au séjour en fichier 4. Petite particularité, mais bon, qui n'est pas vraiment très fréquente dans le SSR, pour ceux qui auraient de la rémunération à l'acte, puisque autrefois, mais pour les multichamps peut-être qui sont présents, je ne sais pas s'il y en a, mais si vous avez de la rémunération à l'acte, on enregistre la rémunération à l'acte maintenant non plus en compte 622 300 au niveau du vote PC, on le transcode en 648. Alors je ne vous dirai pas les numéros qui sont derrière parce que je ne les connais pas par cœur, mais c'est un compte 648. Et du coup, ce compte 648 est ensuite imputé sur les sections qui ont eu cette rémunération à l'acte, ces médecins en rémunération à l'acte. Et le suivi au séjour se fait toujours dans les fichiers Aramis de suivi des praticiens en rémunération à l'acte, mais en onglet 6, ça va être déduit donc comme une sous-traitance au niveau de l'onglet 6 sur le poste du compte 648, au même titre qu'une sous-traitance justement labo, imagerie. Donc c'est la petite particularité de cette année, un petit changement qui a de l'importance quand même, hein, parce que le traitement a varié. On passe à l'onglet ETPR. Donc au niveau de l'onglet ETPR, peu de choses ont évolué, sauf les catégories finalement de TPR qu'on a. On a toujours les PM, PS, PA. On a ajouté une nouvelle catégorie de sage-femme qui n'est présente qu'à partir de l'onglet 3SA au niveau des charges et qui est présente dans l'onglet ETPR. Bon, pour évidemment le SSR, c'est beaucoup moins probant de parler de ça. Donc l'onglet ETPR sert à renseigner le nombre d'ETP rémunérés, c'est ce que veut dire le R, pour les PM, les PI, les sages-femmes personnels internes, les personnels soignants, les personnels autres. Je vous rappelle que le personnel autre englobe toute une catégorie de personnel qui maintenant est décrit d'une manière un petit peu plus détaillée justement dans cet onglet ETPR. Autrefois, on avait juste PA et maintenant, vous avez PA administratif, PA soins, PA réduc, PA éducation, c'est les fonctions éducatives et sociales, médicothèque et ouvrier. Donc, vous avez la possibilité de déclarer finement vos PA, plus finement. Vos charges de personnel que vous avez saisies sur les sections en onglet 3SA sont directement reportées sur la zone là qui est entourée, donc par section. Là, pour les personnels autres, en onglet 3SA, pour cette section soins intensifs cardiologiques, donc qui n'a rien à voir avec le SSR, il y a eu 60 711
euros d'imputés sur cette section pour les personnels PA. Tout de suite, on peut voir le coût moyen du personnel haute salarié auquel on arrive, 49 100, et donc voir la cohérence par cela même. Donc, évidemment, ça, il faut le regarder, hein, quand on saisit les ETP, compte tenu de l'arrivée aussi dans cette colonne des charges saisies en onglet 3SA, bon, bah, tout de suite, je regarde si je suis cohérent en coût moyen du personnel autre. Et il va y avoir, du coup, dans les tableaux de contrôle, 1,61 à 1,69, tous ces ratios et plus, hein, parce qu'on a le montant imputé en charge, le nombre de TP, la variation avec N-1, etc. Et là, vous allez pouvoir avoir aussi le ratio par type de personnel et par section. En bas d'onglet, on va avoir un premier contrôle sur les ETPR, un contrôle de présence du coût simultané du nombre de TP avec les charges, puisqu'on a des charges qui ont été saisies ou pas saisies. Si on remplit des ETPR, ça veut dire qu'on a des charges dans l'onglet 3SA, évidemment. Donc, c'est ces contrôles qui sont réalisés. Là, c'était peut-être pas ça le contrôle. C'est en fait un autre contrôle aussi sur les ETPR qui consiste à dire, bah, effectivement, si j'ai une section interne, alors normalement, je dois avoir du personnel. Donc, si je n'en ai pas de saisie en nombre de TP, c'est qu'il y a un problème, donc il faut corriger. Donc, on a plusieurs sortes de contrôles sur l'onglet sur l'onglet ETPR qui se situe en bas d'onglet. Il va y avoir du coup des contrôles d'ailleurs assez visibles puisqu'il est marqué en toutes lettres, il manque les ETP dès lors que vous avez saisi quelque chose en onglet 3SA et que vous n'avez rien saisi dans votre onglet ETPR. Ça, je viens de vous le dire, et la présence simultanée des ETP et des charges. Donc l'onglet 161 vous permet de visualiser d'une manière assez synthétique par catégorie de personnel pour chaque type de SA les ratios minimum, maximum et les ratios moyens. Si vous avez du jaune sur ce tableau, c'est que vous dépassez des seuils. Par exemple, là, le personnel médical des SAC SSR à 507 000 euros en ratio annuel, ça paraît très élevé. Et donc, à chaque fois qu'on dépasse pour les personnels médicaux un seuil qui est fixé à 200 000 euros, alors va s'afficher effectivement cette couleur jaune. Aussi, si vous êtes en dessous d'un certain seuil, qui est finalement le SMIC, eh bien chargé, et bien évidemment, ça va s'afficher aussi en jaune. Il y a des bornes en fait qui sont déterminées, donc là qui s'affichent. Donc le PM c'est entre 40 et 200, les PA entre 20 et 100, etc. Quand on a les trois ratios, donc mini, maxi et moyenne, qui sont équivalents, égaux, eh bien, dans ces conditions, deux solutions, soit effectivement on n'a qu'un seul ETPR et qu'une seule SAC, par exemple de SSR là, on a un seul personnel soignant dans toutes les SAC, ce qui est bien possible, soit ça veut dire qu'on a lissé, c'est-à-dire qu'on avait une charge de personnel globale de soignants et on a mis sur les sacs exactement le même montant. On n'a pas affecté son personnel au réel sur les différentes sections analytiques. Au niveau toujours de l'onglet ETPR, on a des contrôles, des tableaux de contrôle qui sont issus des contrôles embarqués, puisque là, on va avoir un tableau qui va ressortir en liste toutes les SAC qui auront toutes les SA, qui auront du personnel, soit des ETP imputés sans charge, soit des charges imputées sans ETP déclarées. Et donc, évidemment, on attend d'avoir aucune
incohérence de ce type en V1. On passe à l'onglet de PC. Donc l'onglet de PC, son objectif, c'est évidemment de saisir une balance générale des comptes de l'année en question et de prendre votre balance générale et de vous mettre votre balance générale dans une sorte d'entonnoir qui est le format du PC du classeur Arcane, de façon à venir homogénéiser vos balances générales qui peuvent évidemment prendre des proportions plus ou moins détaillées dans chacun de vos établissements. Il s'agit aussi dans cet onglet d'éliminer finalement au préalable des charges qui ne seraient pas incorporables à l'étude et des produits qui ne seraient pas non plus à déduire des charges au niveau de l'étude. Donc, on va éliminer évidemment dans cet onglet les recettes d'hospitalisation, les produits qui sont de recettes subsidiaires, on va les imputer dans une colonne spécifique pour les traiter à part plus tard. On va du coup trier un petit peu dans les comptes ce qui va être imputé dans l'étude, de ce qui va être traité un petit peu différemment et ce qui va être carrément rejeté. Dans l'absolu et toujours, mais pour les publics peut-être un petit peu moins, il faut établir un tableau de correspondance entre sa balance et les comptes du PC, de façon à pouvoir avoir en lecture directe que le compte 602 611 008 36 4 correspond bien à mon 602 11 du PC pour le montant global. Donc, je ne dois pas avoir uniquement des comptes qui se transcodent dans un autre compte, mais ce tableau de correspondance, il doit être aussi avec des montants euros dedans, de la balance jusqu'au PC. Et il faut évidemment respecter le principe de permanence des méthodes de transcodage d'une année sur l'autre, de façon à ne pas avoir des variations significatives après dans les imputations. Parce que, évidemment, pourquoi est-ce qu'on met toutes les balances générales dans un entonnoir unique? C'est qu'il y a au niveau des comptes comptables des imputations qui peuvent être directes sur des sections parce que ce compte-là va forcément dans cette section-ci. Du coup, si vous n'avez pas tous les mêmes comptes et les mêmes homogénéités de comptes, eh bien forcément, on ne pourrait pas faire ces imputations directes. On vous demande en fait, quand vous remplissez ce PC, de nous fournir un certain nombre de renseignements et dont, puisque ça on le contrôle d'une manière assez précise aussi, c'est ce que vous avez pu mettre ou ce qui pourrait être mis en charge non incorporable et en produit non déductible. Or, il y a des comptes évidemment où c'est assez simple finalement d'enregistrer un peu des choses totalement hétérogènes d'un établissement à l'autre. Donc, le 658, le compte 758, les comptes de produits et charges exceptionnels, les comptes de transfert de charges, certains comptes de dotation ou provisions pour risques et charges et autres dotations et reprises sont évidemment ceux qu'on regarde en priorité, ainsi que peut-être d'autres comptes que votre superviseur vous demandera. Cette année, dès maintenant, puisque vous avez pu le constater dans les premiers entretiens de préalables qu'on a réalisés, on demande ces renseignements dès maintenant, c'est-à-dire à déposer sur la plateforme, sur la GED avant le 25 mai, ce détail de compte, de vos comptes qui sont listés donc dans l'onglet Doc de votre premier fichier navette, de sorte que dès votre V1, on pourra valider avec vous votre plan comptable et ne pas attendre la V2 de vous avoir posé du coup en V1 toutes ces questions pour le valider. Donc c'est très important que vous nous donniez ces détails parce que comme ça, on valide une bonne fois pour toutes votre PC puisque tout part de là.
Les premiers contrôles du coup qui sont effectués au niveau de la balance et donc de l'onglet PC, c'est évidemment que votre total produit moins total charge corresponde à votre résultat comptable. Ça, c'est des premiers contrôles que vous pouvez faire. En cas d'utilisation de la colonne de retraitement extra-comptable, je vous rappelle qu'on l'utilise si vous voulez reclasser d'un compte du PC à un autre compte du PC. Donc, cette colonne de retraitement, il faut évidemment qu'elle soit à zéro, hein, puisqu'on enlève d'un compte et on met dans un autre. Donc, on a une fois un moins, une fois en plus. Évidemment, il ne faut pas qu'on génère de la charge supplémentaire ou du produit supplémentaire. On a la colonne écart qui doit être à zéro là, puisque on doit, une fois qu'on a rentré le PC, affecter les produits et les charges en charge incorporable ou non. Donc évidemment, si on n'a pas tout affecté en incorporable ou en non incorporable, eh bien forcément cette colonne ne sera pas à zéro. Là encore, hein, dans les contrôles de cohérence, on a dans l'onglet contrôle du classeur tout un tas de contrôles qui vous permettent de savoir instantanément si votre PC est cohérent. Ça ne veut pas dire que vous avez forcément tout juste, hein, mais au moins qu'il est cohérent. Le TDC 1.5 permet ensuite de visualiser les charges non incorporables et les produits non déductibles que vous avez du coup imputés en 2021 là par rapport à 2020. Et donc vous posez peut-être des questions sur les variations d'une année sur l'autre si elles sont importantes. Là, c'est vraiment un contrôle visuel de cohérence. Ça n'empêche d'avoir un contrôle après, dans le fond, sur ce qu'on peut et ce qu'on doit imputer en charges non incorporables et en produits non déductibles. Le tableau de contrôle 172 vous permettra aussi d'analyser les évolutions des comptes de charges entre 2 années successives, donc la 2021 et 2020. Et pourquoi on regarde ça? C'est parce que on voudrait qu'il y ait une permanence du transcodage de comptes d'une année sur l'autre. Et puis on regarde aussi les évolutions significatives. Si par exemple vous avez une grosse évolution entre 2 années sur le compte entretien des locaux, eh bien, on va forcément vous poser des questions là-dessus parce que ce compte-là, il peut s'imputer derrière, soit en structure immobilière, soit en entretien maintenance. Il va falloir donc identifier qu'est-ce qui doit être imputé sur l'une ou l'autre des sections. Et forcément, ça engendrera à la fin un coût unitaire de ces sections qui va évoluer. Donc, ces premières évolutions sont très importantes et de les comprendre et de les identifier. Au niveau de ce tableau de contrôle, donc, on va regarder un petit peu toutes ces évolutions et potentiellement modifier son transcodage si on voit qu'il y a une variation significative qui qui vous semble totalement aberrante. Et nous, on vous posera des questions dessus d'ailleurs aussi. Ensuite, on enchaîne avec l'onglet 2CB. Donc, l'onglet 2CB, ça retraite le crédit bail. Le crédit bail, comme les IMO en fait hein, que vous avez, et comme si vous aviez un emprunt que vous aviez pris sur vos IMO, il y a deux choses dans le crédit bail, l'amortissement du bien, donc vous louez, c'est comme si vous louiez le bien, plus des intérêts d'emprunt. Là, on décortique finalement comme si vous aviez acquis le bien, donc avec une dotation aux amortissements et des intérêts sur l'exercice. Le tout, évidemment, dotation de l'exercice plus intérêt étant égal à la redevance. Donc là, en fait, ce tableau de contrôle, il permet de s'assurer que vous avez déjà bien déclaré vos crédits baux, c'est-à-dire que dès lors que vous avez un compte 612 dans votre balance, ça veut dire que vous avez des crédits baux, donc il faut les retraiter. Et donc là, on va regarder la cohérence de vos intérêts de l'exercice et parce que ces intérêts vont être imputés en structure financière par rapport aux dotations
puisque cette partie-là va être imputée du coup sur la section qui utilise le matériel. Il y a évidemment la nature du bien qui est très important, puisque cette nature de bien, on va vous demander de la garder d'une année sur l'autre du même crédit bail, de façon à avoir des lignes d'une année sur l'autre, puisqu'on a aussi la dotation de l'année précédente, les intérêts de l'année précédente. Si vous changez de libellé, on est un peu embêté pour avoir des lignes qui se mettent en face. Donc, la dotation calculée, c'est votre valeur d'origine du bien, parce que du coup, vous rentrez la valeur d'origine, fois le taux d'amortissement que vous avez indiqué dans l'onglet de CB. Et donc là, eh bien, on a cette dotation qui apparaît. On a les intérêts qui apparaissent. Et puis, donc, du coup, ce tableau de contrôle nous permet de voir eh ben, que vous avez modifié ou pas, ou qu'il y a eu une évolution d'une année sur l'autre sur la durée ou sur la valeur d'origine, ce qui évidemment on n'attend pas. Voilà. Et aussi, on a la problématique parfois des intérêts négatifs, hein, soit parce que la valeur d'origine ou le taux d'amortissement que vous avez retenu est erroné, puisque finalement, c'est la redevance moins la dotation de l'exercice qui fait les intérêts. Donc, ça veut dire que votre redevance serait moins importante que la dotation de l'exercice, qui est guère possible parce que l'organisme de financement ne gagnerait rien du tout sur votre dos, ce qui est fortement impossible. Voilà, donc en fait, on s'attend à évidemment un intérêt de l'exercice positif. Alors, sauf particularité, hein, évidemment, d'amortissement différé ou autre. On arrive à l'onglet 3 SA. Je vais peut-être laisser du coup la parole à Quentin Germain. Quentin? Oui, bonjour à toutes les équipes ENC. Donc, je vais continuer donc, la présentation sur les contrôles sur les données liées à Arcane. Donc là, on a le TDC 1.4 donc, qui indique le pourcentage de charges à caractère médical restant sur les sections de logistique médicale. Donc cette année, ce TDC a été scindé en deux parties, donc le TDC 1.4.1 et le TDC 1.4.2. Donc le TDC 1.4.1 qui fait un focus sur la LM pharmacie, donc en fait celui-là c'est simplement l'ancien TDC 1.4. Donc, pour rappel méthodologique, la majorité des charges à caractère médical doivent être imputées sur les sections consommatrices, donc à savoir les SAC et les SAMT. Et seuls les produits périmés ou détruits et les écarts éventuels de stock sont imputés sur la LM pharmacie. Donc là, on doit avoir un maximum de taux d'imputation sur la LM pharmacie inférieur à 10% sur chaque poste de charge. Donc, si le taux d'imputation est supérieur à 10%, il ressort ici donc en rouge-orange. Et donc, on va vous demander du coup d'identifier puis de contrôler, et éventuellement de corriger ou d'expliquer du coup ce taux. Et donc, pour ça, il faudra aller voir en onglet 3SA du coup les imputations sur la même pharmacie. Ensuite, du coup, à l'instar du TDC 1.4.1, on a du coup cette année un nouveau TDC sur la LM génie biomédical, donc le 1.4.2. Donc cette fois qui fait un focus sur la ventilation des charges de matériel et d'entretien et maintenance. Donc qui sont pour rappel à affecter sur les SA consommatrices et non pas sur la LM génie biomédical. Là pareil, hein, c'est un peu le même principe que le 1.4.1. On va venir ici vérifier le pourcentage restant sur la SA génie biomédical. Donc si on a un pourcentage qui est élevé, du coup on demandera des explications ou des corrections. Alors ensuite, on a le TDC donc 1.7.1 qui indique les évolutions des charges et produits des ETP et de l'activité par SA entre N et N-1. Donc l'objectif ici, c'est de détecter les évolutions atypiques des charges nettes, des UO et des ETP par section. Les données qui alimentent ce TDC sont issues de plusieurs sources, donc de l'onglet 3 SA, de l'onglet 1DA, pour tout ce qui est UO, de l'onglet ETPR pour les ETP, et des onglets 7, ainsi que des données Aramis. Donc les variations significatives sont soulignées en jaune, qui portent sur les pourcentages.
Par exemple, on a une diminution des charges et des produits de 100% sur les LGG, AGM et DIM. Donc là, ici, on identifie donc l'absence de charge imputée sur ces deux sections en N par rapport à N-1. Donc on va demander des corrections en onglet 3 SA pour ces deux sections. Donc on étudie également les évolutions atypiques entre les différents items. Par exemple, sur la première ligne, donc sur la SAC affection des brûlés enfants, on constate une baisse des charges nettes de moins 36%, alors qu'à l'inverse, l'activité augmente de 28%. Donc ici, on va aussi chercher des explications sur ces évolutions atypiques. Ensuite, le TDC 1.7.6.2, donc sur la phase 3, donc l'évolution des charges et des produits par SA et par compte entre N-1 et N. Donc l'objectif de ce TDC, c'est d'analyser les évolutions atypiques des charges et des produits imputés par section. Donc là, pareil, la source, c'est l'onglet 3 SA. Donc là, on va aussi faire un focus sur les évolutions atypiques en pourcentage et aussi en montant. Donc le TDC 2.14, sur la répartition des montants suivables au séjour des postes des charges par type de SA. Donc là, l'objectif de ce TDC, c'est de contrôler les règles d'imputation des charges médicales sur les sections. Donc là, la source, c'est l'onglet 4 produits. Donc en fait, on va avoir du coup toute la répartition des charges selon les grandes catégories de sections. Donc les SAC, les SAMT, les plateaux, ateliers, etc. Enfin, les SASP et SSR. Donc là, ici, on va s'assurer du respect de la règle d'imputation des charges médicales sur les SAC pour un suivi au séjour en montant. Donc, hormis tout ce qui est sous-traitance médicale d'imagerie, labo et des prothèses. Donc là, on va s'assurer pour les charges médicales que le poids des charges soit majoritairement sur les sacs, donc imputé sur les sacs. On va aussi se poser la question des charges médicales imputées sur les SAMT, si elles peuvent donner lieu à un suivi au séjour, oui ou non. Donc, si les charges médicales imputées sur les SAMT peuvent donner lieu à un suivi au séjour, alors on va plutôt privilégier une imputation sur les sacs. Et sinon, ces charges seront du coup laissées sur la SAMT, mais seront réparties via les UO de la SAMT. Et enfin, pour tout ce qui est donc sous-traitance médicale d'imagerie, de labo et les confections de prothèses qui sont affectées du coup sur la SAS, PSSR, atelier d'appareillage et de confection. Étant donné, dans le cas où ces sections seraient paramétrées en sous-traitance avec une nature du haut en montant sous-traité, on attend un poids des charges de 100% sur ces sections. Car du coup, les comptes de sous-traitance d'imagerie ou de labo, par exemple, doivent bien être imputés sur les sections SAMT d'imagerie et de labo. Ensuite, donc, concernant la phase 5, donc on a un TDC 1.7.7 sur l'évolution des recettes par SA et par compte entre N-1 et N. Donc ici, on va identifier les recettes d'activité subsidiaire en évolution et vérifier du coup la cohérence de ces évolutions et surtout des charges induites à déduire par section. Donc par exemple, pour l'année N, on voit une augmentation significative des recettes de prestations de services en compte 706, donc de 70 000 €. Donc là, on va s'assurer que les charges qui sont consommées induites par ce produit supplémentaire de 70 € ont bien été déduites en onglet 5. Parce que pour rappel, en onglet 5, vous allez du coup sortir des coûts de l'étude toutes les charges qui ont été consommées dans le cadre de vos activités subsidiaires. Donc si vous avez une hausse des recettes importante, on attend logiquement derrière une hausse aussi assez importante des charges. Donc là, à la suite du TDC 1.7.7, donc on a l'évolution du montant des charges induites par section entre N-1 et N. Donc là, l'objectif, c'est donc de détecter les oublis de déduction des charges induites sur les sections par type de recettes subsidiaires en contrôlant la marge par section d'activité subsidiaire. Donc là, en fait, clairement, dans l'exemple des autres ventes de biens et de services, on constate une hausse importante des recettes, donc de 72 000 €. Sauf qu'en contrepartie, les charges n'augmentent pas significativement. Donc en fait, on se retrouve finalement avec une charge qui est très élevée de 70 000 €.
Donc là, on va vous demander des explications ou des corrections. Un autre objectif du coup de la phase 5, c'est de contrôler la permanence des méthodes d'imputation des charges consommées par les produits d'activité subsidiaire. Donc ici, en fait, on va s'assurer du coup de la permanence des méthodes d'imputation. Donc là, par exemple, on peut voir sur la deuxième ligne donc les charges directes. Donc là, les charges directes, c'est des charges directes qui ont été identifiées en onglet 3SA dans le cadre des activités subsidiaires. Donc on voit cette année que 28 000 € ont été affectés en charges directes en onglet 3SA, là où il n'y avait aucune charge directe affectée en onglet 3SA l'an dernier. Donc là, ça peut nous amener à vous poser des questions. Pareil, on va aussi regarder quel LGG ou LM ont été utilisés cette année pour réaliser ces activités subsidiaires. Donc là, on voit par exemple que la SACG hors service mortuaire et morgue, on a des montants imputés de PA, là où il n'y en avait pas l'an dernier. Donc ça peut aussi amener un questionnement ou éventuellement des corrections. Le TDC 2.12, donc sur la vérification de la cohérence entre le montant suivi au séjour dans Aramis et celui déduit dans l'onglet 6 CD d'Arcane. Donc là, la source est l'onglet 6 CD d'Arcane et les fichiers 2, 3 et 4 d'Aramis. Donc dans Aramis, l'établissement déclare ses dépenses en euros, donc séjour par séjour, par type de poste de charge, donc spé pharma, consommables médicaux, etc. Dans le classeur Arcane, l'établissement va déduire du coup les dépenses qu'il a suivies au séjour dans Aramis sur les items et sur les sections correspondantes. Donc là, par exemple, on peut voir sur la section locomoteur HC adulte que l'établissement a suivi 52 007 € de spé pharma hors traceur et 14 563 € de spé pharma traceur au séjour. Donc il a déduit en onglet 6CD en cohérence ces montants-là. Donc là, en fait, dans ce TDC, on va s'assurer qu'il n'y a pas d'écart non expliqué entre les montants transmis dans Aramis et ceux déclarés et ceux déduits en onglet 6CD. Donc là, les écarts ne sont pas signalés, donc ni en jaune ni dans une autre couleur. Donc là, c'est vraiment à nous de faire attention s'il y a des écarts et qui doivent être obligatoirement être analysés et expliqués ou corrigés. On attend en général des écarts aux alentours de plus ou moins 5%. Donc dans ce cas-là, si on prend la première ligne, donc sur les spé pharma non facturables sus, on a un écart de à peu près 1 266 €. Donc là, ça peut par exemple correspondre à une problématique de césure entre l'exercice comptable et le PMSI. On a aussi l'exemple donc de sous-traitance labo et sous-traitance médicale autre, où on a un écart de 2166 €. Pardon. Donc là, ça peut être soit un problème de code de poste de charge médicale utilisé sur le fichier Aramis qui est erroné. Si par exemple, si c'était bien de la sous-traitance médicale de laboratoire, alors là, l'établissement a fait une erreur en indiquant le code de sous-traitance médicale autre au lieu de sous-traitance médicale labo. À l'inverse, ça peut être aussi un problème de déduction d'onglet 6CD qui aurait été effectué sur la mauvaise ligne. Donc là, si c'est bien de la sous-traitance médicale autre, bah là, du coup, l'établissement s'est trompé. En onglet 6CD aurait fait sa déduction sur le labo au lieu de autre. Ensuite, donc, on a le TDC 2.13, donc ça, c'est les taux de suivi des montants par poste de charge. Donc là, l'objectif ici, c'est de bien s'assurer du respect de la charte qualité pour les charges suivies au séjour. Donc là, on a dans la 5e colonne le taux de charte qualité qui est indiqué, donc qui est attendu au minimum, donc 70% pour les spé pharma, etc. Donc là, la source, ça compare donc, les montants issus des charges nettes, onglet 4, produits d'Arcane, avec les fichiers Aramis 2, 3, 4, 7 et 8. Donc là, ressortent les taux de suivi pour chaque poste de charge de N et d'N-1, donc avec un rappel du taux de charge qualité, comme je l'ai dit juste avant. On a également le montant de l'insuffisance de suivi au séjour qui est indiqué en montant. Ça permet de voir aussi l'établissement ce qu'il lui reste à suivre au séjour pour pouvoir atteindre la charte qualité.
selon les insuffisances identifiées ou si des séjours de spécialités différentes sont regroupés dans des sacs de SPA différenciés, on attend une amélioration du score des postes discriminant les coûts des séjours. Donc là, en fait, si vous avez une SAC clairement de spécialités indifférenciées, on va être entre guillemets un peu plus regardant sur le suivi au séjour. On s'attend à avoir vraiment un suivi au séjour le plus fin possible. Le TDC 215 sur les montants observés pour les charges à caractère médical suivies au séjour. Donc là, l'objectif, c'est de détecter les montants erronés dans la distribution des charges suivies au séjour dans les différents fichiers Aramis. Donc ici, on va regarder notamment les coûts maximums. Si on a des coûts max qui sont élevés, comme c'est le cas ici pour les SP Pharma, donc de 1 962 €, on va demander une explication ou éventuellement une correction là-dessus. En tout cas, on va alerter l'établissement sur ce coût élevé. Si on a des coûts minimums qui sont à 0, ce sera également aussi à vérifier. On s'attend aussi, du coup, logiquement, à avoir des coûts de traceurs supérieurs à des coûts des non-traceurs. Ensuite, au niveau de l'onglet 7 champs, donc le but de l'onglet 7 champs, ça va être de répartir les charges indirectes de LM, LGG et de structure sur les différents champs consommateurs. Donc, grâce aux clés de ventilation préconisées ou selon les clés définies par l'établissement s'il ne souhaite pas utiliser les clés préconisées. Donc là, le but, ça va être d'éliminer de l'étude les charges indirectes consommées par les activités qui n'entrent pas dans le champ étudié, donc tout ce qui est le hors-étude. Donc, en pied d'onglet 7 champs, il y a plusieurs clés de répartition préconisées dans la méthode, qui sont issues des différents onglets d'Arcane, donc notamment les onglets ETPR, 3SA et IMO. Ces clés sont reportées en automatique sur les sections que vous pouvez voir, donc LM Pharmacie, Génie biomédical, LGS-HCG, LGG-SALP. Donc là, l'établissement peut utiliser ces clés, ces reports de clés automatiques pour pouvoir ventiler ses JO en onglet 7 champs. Là, il conviendra à l'établissement de bien veiller au correct report automatique sur les champs concernés, les clés restant modifiables par l'établissement. Donc, si jamais l'établissement n'utilise pas ces clés automatiques, il faudra bien justifier auprès du superviseur donc le pourquoi il n'utilise pas ces clés automatiques, et bien aussi veiller à modifier la nature des clés sur les onglets 7 champs et 7 log. Donc là, un petit point de vigilance sur la clé de la LNGD biomédicale. Donc, si jamais un onglet IMO, donc là pour rappel, la clé reportée en onglet 7 champs et 7 log est issue, donc la clé de l'active brut médical immobilisé, donc est issue de l'onglet IMO, donc sur la ligne active brut médical. Donc si vous avez ventilé de l'active brut médical en hors étude, il faudra bien veiller en onglet 7 champs à reporter cet active brut médical sur les sections hors étude, donc qui sont indiquées entre les colonnes AL et AP. Et il faudra bien faire attention parce qu'il n'y a pas d'alerte en cas d'absence de ventilation du hors-étude. Le TDC 1711 permet de visualiser les évolutions d'affectation des clés entre les champs, ainsi que les évolutions d'affectation des charges indirectes entre champs qui en résultent. Il permet de repérer des éventuelles erreurs dans la répartition des JO entre les champs. Donc là, typiquement, on a l'exemple de la LGG entretien maintenance, donc qui est utilisée, qui a des clés ventilées sur des sacs MCO et des sacs SSR. Donc on peut voir qu'il y a une inversion entre NN-1 des clés des mètres carrés ventilés entre les deux champs. Donc il en résulte, c'est un transfert de charge en fait entre les deux champs, donc entre les sacs MCO et SSR. Donc là, on peut voir qu'on a 250 000 € de charges indirectes de LGG entretien maintenance qui sont transférées à tort du MCO vers le SSR. Ensuite, donc l'onglet 7 log. Donc l'objectif de l'onglet 7 log, c'est de répartir les charges indirectes de LM et LGG sur les sections consommatrices, donc toujours grâce aux clés de répartition
clé de ventilation préconisée, ou toujours selon une clé définie par l'établissement s'il le souhaite. La ventilation est obligatoire pour les LM, elle est facultative pour les LGG, hormis pour la LGG hébergement temporaire non médicalisé. Les charges indirectes consommées par les activités hors du champ étudié n'apparaissent pas dans l'onglet setlog, étant donné qu'elles ont déjà été sorties de l'étude en onglet 7 champs. Et enfin, à l'instar de l'onglet 7 champs, on a en pied de l'onglet setlog des clés de répartition préconisées, donc avec aussi des reports automatiques. Donc en fait, c'est les mêmes que l'onglet 7 champs finalement. Donc, en cas de non-utilisation des clés automatiques ou de toutes clés préconisées, il faut aussi encore une fois justifier auprès du superviseur et bien modifier la nature de la clé à la fois sur l'onglet 7 champs et l'onglet 7 log. Dans l'onglet 7 log, il faut aussi bien s'assurer que la colonne T écart soit à 0 sur toutes les lignes grisées de LM et de LGG hébergement temporaire. On a aussi du coup l'onglet 1.7.13, donc qui permet de visualiser les évolutions d'affectation des clés entre sections, ainsi que l'évolution d'affectation des charges indirectes entre sections qui en résultent, mais aussi de repérer d'éventuelles erreurs dans la répartition des JO entre les sections. C'est la même méthode de contrôle que le TDC vu précédemment, le 1.7.11. Le TDC 1.7.12, vérification des phases. Donc, ce TDC nous permet de visualiser les incohérences de répartition entre les clés déclarées entre les onglets 7 champs et 7 log. Donc en fait, on va pouvoir ici identifier les écarts sur les natures de clés déjà, dans un premier temps, mais aussi sur la répartition des clés entre les différents champs et entre les différentes sections. Donc là, on a des anomalies qui apparaissent en jaune. Donc il convient du coup de corriger soit l'onglet 7 champs, soit l'onglet 7 log en cas d'anomalie. Donc à noter que le remplissage de la partie LGG étant facultative, les écarts décelés sur les LGG entre les deux onglets ne remettent pas en cause la qualité des données, excepté pour la LGG hébergement temporaire où les clés doivent être obligatoirement renseignées et sans écart. Voilà